Eh bien donc, une autre émission en toute liberté, et cette fois-ci avec quelqu'un qui va nous parler de quelque chose qui est un petit peu passé sous silence. C'est dans le fond ce qui arrive aux artistes pendant la période du Covid. Albert est un chanteur. Quel a été le nom de votre grand tube déjà? Chante les baskets, les gens disent les baskets, donc les Forbans, quoi. Les Forbans, le chanteur des Forbans, etc. Eh bien, depuis que le Covid existe, il se retrouve, vous faisiez d'habitude 70 concerts par an, maintenant, oui. Et vous en êtes à 3? Oui, il y en a eu 3, effectivement, il y en a eu 3. Il y en a eu 3, d'ailleurs, qu'on a mérité, parce que ce furent des gens courageux qui ont maintenu la date, si vous voulez, c'était au mois de avril ou mai, enfin, peu importe. Quant aux autres, ils ont tous été annulés, les uns après les autres. Alors, aujourd'hui, quand je vous parle de ça, je n'ai pas envie de faire de misérabilisme ou de passer pour un martyr, mais je dis ça vraiment en toute franchise au nom de tous les artistes de la planète. On ne pensait pas vivre un truc comme ça. Alors, évidemment, où est la solution? Pourquoi? Pourquoi? Ben, si j'ose dire, rien de semblable ne s'est passé en Suède, c'est ce que j'ai écrit aujourd'hui. Oui, au Danemark, paraît-il. Au Danemark, vous avez, en Danemark encore, ils ont confiné, mais en Suède, ils n'ont jamais confiné. Oui. Les restaurants n'ont pas été fermés et tout, et ils ont aujourd'hui beaucoup moins de morts que nous. Mais... Donc, si vous voulez, c'est quand même un truc extraordinaire qui se passe, c'est que maintenant, on sait que le confinement ne marche pas, puisque la Suède en a fait la preuve. Et qu'est-ce qu'ils font quand ça repart, puisque ce que vous avez dit que les Suédois, si vous enfermez les gens, dès qu'ils les libéreront, ça repartira, ils nous reconfinent. Donc, c'est vraiment le truc des gens fous qui, ayant tenté quelque chose qui ne marche pas, essayent à nouveau en pensant que ça va marcher la deuxième fois, quoi. Et des victimes, c'est ceux qu'on a reçus ici souvent, c'est les restaurateurs, c'est les propriétaires de salles, c'est les chanteurs, les discothèques, les boîtes de nuit. C'est tout, dans le fond, ce qui était le côté festif d'une vie. C'est-à-dire, on était entre amis au restaurant, on allait entre amis écouter un chanteur ou j'en sais rien. Et donc, ils nous ont enlevé tout ce qui était agréable dans la vie. Et ce qui m'interpelle et qui m'angoisse, c'est vous entendre dire « c'était ce qu'on avait ». C'est terrible de devoir parler ou penser comme ça. Je ne vous le reproche pas, parce que moi j'ai tendance à le dire aussi. Vous vous rendez compte, on est en train d'employer l'imparfait. C'était les liens sociaux, c'était, vous vous rappelez quand? Alors évidemment, vous n'avez pas dit ça. Mais ses voisins, on est en train de parler d'un passé qui est proche, comme si ce fût un passé des années 60. C'est terrible. Alors, pour la bonne raison que aucun d'entre nous pensait vivre ça un jour. J'ai l'impression, moi j'ai lu beaucoup de livres de science-fiction, et d'ailleurs on pourra éventuellement, si vous voulez, parler de cette Europe avec l'euro, parce qu'à l'époque, dans les livres de science-fiction, il y avait les crédits. L'argent, c'était des crédits. Alors, donc je disais que, ayant lu des livres de science-fiction, j'ai lu des choses donc qui n'existaient pas, enfin bref, et je ne pensais jamais qu'il puisse arriver un truc comme ça, quoi. Aujourd'hui, on a compris comment on pouvait nous parquer. Et je me suis intéressé à la grippe espagnole, que je connaissais vraiment de loin. Vous le savez, je ne vous l'apprends pas. Entre 1918 et 19, 50 millions de morts! Mais là, on parle de quoi? Mais, tout à fait, mais alors... 50 millions de morts! Mais quand vous parlez des livres de science-fiction, ça a été parfaitement bien décrit par Aldous Huxley ou George Orwell. Oui, ou Asimov aussi. Ou Asimov, mais cette espèce de, si vous voulez, de domestication par les puissants là-haut, en leur donnant des pilules aux gens pour qu'ils soient tous complètement abrutis et tout et tout. Donc on est quand même dans un monde qui ressemble beaucoup au monde de George Orwell, qui est dans 1984, là, et on voit bien que toute la technologie est maintenant faite pour nous surveiller. Complètement, c'est ça. Elle était censée nous libérer quand elle est sortie. Vous vous souvenez de l'Internet, on disait c'est le pied, on va pouvoir raconter ce qu'on veut et tout, mais c'est fini maintenant. Bien sûr, évidemment. Et nous surveiller, notamment les caméras au départ, c'est pourquoi? C'est pour nous protéger. Mais on vidéo-verbalise. Alors, je comprends pas, au départ, ce fut pour nous aider, les attaques, on ne sait pas. Regardez cette loi qu'il y a eu il y a une vingtaine d'années, je ne sais plus trop. On avait dit aux gens, du moins en France, hein, il va falloir déclarer ses armes. Non pas que chacun d'entre nous ait une arme, mais on a tous le fusil du grand-oncle ou du cousin, le fusil de chasse. Ils ont fait cette loi pourquoi? Pour nous protéger, pour qu'il n'y ait pas de meurtre, pour qu'il n'y ait pas de tuerie. Mais pensez-vous qu'un seul voyou a déclaré une arme? Ça alors, est-ce qu'un voyou a déclaré? Non. Donc ces lois qui sont... Vous savez, c'est des lois fausses. Aux États-Unis, il y a des massacres à l'arme à feu oui, bien tout sûr. Le temps. Ben, c'est toujours comme à Chicago, etc. 98% des décès sont dans des zones où les armes sont interdites.
Ah oui, paradoxe, tiens, c'est bizarre. C'est bizarre. Donc, de temps en temps, il y a un gars qui est un fou qui va flinguer quelques pauvres gamins dans une école. Et alors, à ce moment-là, on nous fait un gros truc. Oui, normal. C'est normal. Il faut quand même empêcher les gens de massacrer les gamins dans les écoles. Mais en fait, la plupart des meurtres aux États-Unis se passent dans des endroits comme à Chicago, à New York, où les armes sont interdites pour des raisons. Oui, donc, il y a toujours dans ce désir, vous désarmez la population pour mieux pouvoir la contrôler. Complètement. Ça fait partie de ça, ça fait partie de leur technique. En fait, ils ont compris avec cette pandémie, en tous les cas. Peut-être l'ont-ils compris innocemment, hein, je sais pas. Après, on peut parler de complot. Qu'est-ce que le complotisme? Le complotisme. Bon. Ils ont compris en tous les cas qu'ils pouvaient nous contrôler. Et j'ai envie de dire, je le disais tout à l'heure à votre assistant, aujourd'hui c'est le Covid. Peut-être que dans 2 ans, ça sera le tcho-tcho, et puis on fera comme le Covid. Et dans 7 ans, ça sera le popo. On fera comme le tcho-tcho. Oui. Et pourquoi pas? Puisque maintenant, ça marche. Ça marche. Et surtout, on avait, après des siècles de lutte, réussi à dégager des droits constitutionnels de réunion, de culte, de liberté de travail, liberté de mouvement, d'association, etc. Et au nom du reste de la survie de la vie... Toujours le bon côté. Toujours le bon vieux côté. Eh bien, on nous a supprimé en 6 mois toutes ces libertés. Je n'ai jamais vu nos libertés reculer autant que ça de ma vie. Et je crois qu'il faut remonter à 1940 à 42, 43 en France, avec Pétain, pour retrouver des choses comme ça. Donc on est devant, moi je dis, on est dans un régime qui est profondément pétainiste, quoi. C'est-à-dire qui a pour but de contrôler et d'empêcher c'est très curieux. J'ai l'impression d'être un petit peu dans un entonnoir. C'est-à-dire qu'avant, on va parler par exemple des commerces. Avant, il y avait des épiciers, je me souviens, j'allais acheter le lait à la laiterie. On appelait ça la laiterie. Bon, je suis peut-être pas si vieux, mais peu importe. Et j'ai l'impression, avant, je faisais les grands boulevards parisiens, il y avait 27, 28 cinémas. Aujourd'hui, les pâtés, les machins et tout, ont phagocyté tout ça. Et j'ai l'impression, les grandes surfaces aussi, qui ont phagocyté tous ces petits commerçants et tout. Alors, je ne suis pas en train de jeter l'opprobre sur tous ces... Le monde est comme ça. Le monde les gens sont consuméristes, on a envie d'acheter, alors évidemment, ces discounts, comment s'appelle l'américain, là... On en parlait tout à l'heure. Walmart. Oui, enfin les ventes en ligne, là, comment... Oui. Ah oui, Amazon. Amazon, etc., etc. Et c'est là que le bas blesse, parce que le problème, c'est qu'on a le sentiment d'avoir avancé, d'avoir évolué, mais en fait, ça continue, c'est le contrôle. Moi, je me vois le matin allumer mon portable et avoir une petite annonce d'un truc que j'ai cherché hier. Mais que je n'ai pas commandé. Je m'y suis intéressé. Alors évidemment, j'apprends rien à personne, vous le savez tous, mais... C'est terrible. Le contrôle est pire que tout aujourd'hui. Et c'est tout le temps avec cette envie de nous rendre service, de nous faire du bien, de nous mener, de nous guérir. Mais laissez-nous mourir à un moment. Pourquoi on ne nous laisserait pas mourir? La valeur suprême d'une existence ne peut pas être la vie. Ah oui, ça me paraît tout à fait exact. Mais alors, parlez-moi un petit peu de ce qui se passe chez les artistes. Parce que alors, les artistes, bon, aujourd'hui c'est très simple, le métro est bondé, mais une salle de spectacle ne doit pas être bondée parce que c'est dangereux. Le Covid va se jeter sur vous parce que dans le métro, forcément, le microbe, si vous évite les gens, et dans une salle de spectacle. Alors encore une fois, je n'ai pas envie de ressembler aux libraires qui se sont plaints, et lorsqu'ils se sont plaints, on a demandé de mettre des draps devant les livres dans les supermarchés, etc. Alors donc en un mot commençant, les artistes aujourd'hui, on est cantonnés chez nous, on ne peut plus travailler. Alors, il y a des simulacres de concerts donnés sur Internet que je conchis, parce qu'Internet, bon, il y a du bon, mais il y a beaucoup de mauvais. Mais tout ça ne fait pas bouillir la marmite, je le dis clairement. Il y a des gens qui disent, ouais, en parlant d'un artiste connu, ouais, mais lui, il a de l'argent, il se plaint. Mais j'ai envie de dire à ces gens-là, moi j'aide parfois des gens qui n'ont pas d'argent, je le dis, je ne devrais pas le dire parce que c'est un peu fanfaron de ma part, j'aide parfois un type près de chez moi qui a besoin de 35 € pour acheter un timbre fiscal. Moi, 35 € pour moi, c'est rien. Mais un artiste qui vend des millions et des millions, si on l'empêche de travailler, si vous voulez, ça l'empêche de vivre. Tout simplement, parce que chacun a ses dépenses, chacun a ses impératifs, et aujourd'hui, les artistes... c'est sa vie, c'est ce qu'il aime, c'est ce qu'il a fait. Mais exactement, il a construit, exactement. C'est ce qu'il aime, il aime avoir le contact avec le public, il aime... J'allais y venir, effectivement, parce que au-delà de l'aspect pécuniaire, il y a l'aspect humain. On est, alors, comble d'ironie, ma femme est danseuse. Donc elle danse au lido, et là,
elle et moi, pour ne parler que de nous, évidemment, on est à la maison, cantonnés comme ça, et nos concerts, si vous voulez, nos représentations, qui étaient il y a 8 mois, 7 mois, 6 mois, 5 mois, 4 mois, 3 mois, sont en train, si vous voulez, de gicler, d'être éliminées les unes après les autres. Alors au départ, c'est le petit coup de téléphone timide qui vous dit « Allô, bébé, tu sais, le concert du mois de février, on est en... » Je dis « Oui, vas-y, lâche-toi, lâche-toi. » Et ça a été comme ça depuis 10 ou 11 mois. Alors évidemment, ma situation n'est pas unique, il y a des millions d'artistes à travers le monde, mais que faire ? Que faire? Est-ce qu'on doit subir? De toute façon, on ne peut que subir. Qu'en pensez-vous? Ben, ça se retrouve, si vous voulez, avec tous ceux qu'on a eu ici. On a interviewé quelqu'un à Clermont-Ferrand qui organisait des mariages, etc. à Clermont-Ferrand. Bon, ben, ah oui. il avait 15 ou 20 personnes. Bon, ben, il sait pas quoi faire. On a interviewé l'hôtel de Chartres, là, ce remarquable hôtel à Chartres. Et là aussi, 100 personnes, bon, oui, tout le monde est... Tout le monde est sur le carreau. Donc, ils sont en train de briser les reins à tous ceux qui avaient un contact direct avec l'acheteur. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que l'autre... Il casse la chaîne, et donc, j'imagine qu'après, on va plus avoir que des hôtels, des grandes chaînes d'hôtels, puis qu'on aura que des grandes chaînes de restaurants, il y aura que des cinémas, comme les McDonald's, etc. Donc, ils sont en train de casser ce qui a fait la force de la France, cette espèce de classe entrepreneuriale, et artistique d'ailleurs, parce que c'est une forme d'entrepreneuriat, qui se donnait suffisamment de mal pour avoir un contact avec sa région, son coin, et qui se donnait du mal d'aller voir le public en province en organisant. Donc c'est une façon de ramener les gens dans leur individu. Ils n'ont plus de contact avec les autres. Vous avez des contacts avec des ordinateurs et vous êtes seul face à l'ordinateur. Donc la question que vous voulez me poser, c'est, je crois, qu'ils cherchent à nous isoler. C'est-à-dire que nous soyons des individus face à des forces sur lesquelles on peut espérer avoir aucun impact. Donc, et on a donc des forces très puissantes qui cherchent à isoler tout le monde pour qu'ils se retrouvent tout seuls face à ces forces. Donc, si on suit votre raisonnement, qui est forcément assez proche du mien, ça veut dire que tout ça est ourdi. Vous savez, j'avais un professeur de sciences politiques qui disait toujours, il y a très longtemps, quand j'étais étudiant à Toulouse, il disait il faut jamais sous-estimer le rôle de la bêtise dans l'histoire. La première explication, c'est toujours la bêtise. Oui, et après on s'empare de la situation. Ensuite, on se dit, tiens, ça provoque ça. Ça provoque ça. Comme l'avait dit le chef de cabinet d'Obama quand il y avait eu la crise de 2008-2009, il avait dit, il ne faut pas laisser inexploiter une bonne crise. J'abonde tout à fait dans votre sens. Donc ils se sont dit, c'est parti. C'est ça. Ils se sont dit, le coup est parti, ça nous donne la possibilité de contrôler tout le monde, on va mettre des tas de trucs. Je pense pas qu'ils aient déclenché la crise. J'adore ce que vous dites. Mais je crois qu'ils sont en train d'essayer de l'exploiter. Parce que le but de ces gens-là, c'est quand même de nous contrôler en fin de parcours. J'adore ce que vous dites, et en disant ça, bon, c'est un peu orgueilleux de ma part, parce que forcément, c'est ce que je pense. L'être humain a cette propension de penser qu'il est le meilleur. Mais je pense que leur ignorance, ses voisins de la bêtise, l'ignorance, enfin, je pense, si vous voulez, leur ignorance leur a permis de voir qu'ils pouvaient nous contrôler au travers de ça. Parce que si tout cela était ourdi, si tout cela était manigancé au sens... Et non seulement ça, il eût fallu que les Américains soient amis avec les Chinois, qui eux-mêmes soient amis avec les Russes, qui eux-mêmes soient amis avec cette Europe que je conchis, etc., etc. Et ça, c'est impossible. Donc, on peut manigancer dans un pays, mais on peut pas manigancer à l'échelle de la planète. Et c'est pour ça que je rejoins ce que vous dites. Ça me plaît énormément. C'est leur bêtise et leur ignorance qui leur a permis de comprendre. Quand je dis leur, je ne sais même pas de qui je parle. À la limite, est-ce qu'il y a... Alors aujourd'hui, on parle de complotiste. C'est quoi être complotiste? C'est ne pas être d'accord avec les autres, en fait. En fait, être accusé de complotiste, c'est-à-dire vous empêcher d'essayer de parler du complot que les autres sont en train d'ourdir. Oui, parce que vous jugez que c'est un complot. Vous jugez que c'est un complot. Donc c'est pas certain, mais de dire à quelqu'un qu'il est un complotiste, c'est pas régler le problème. C'est juste lui dire tu n'as pas le droit de parler. T'es pas d'accord avec moi. T'es pas d'accord avec moi et t'as pas le droit de parler parce que tu dis que des bêtises. Mais oui. Mais c'est ce que je veux tu à dire. Dans une démocratie, même les crétins ont le droit à la parole. Complètement. Surtout les crétins d'ailleurs. Complètement, bien sûr, parce qu'il y a un peu d'innocence parfois. Et parfois, le fou du roi dit des choses qui sont justes. Donc, moi, je me retrouve dans une situation très difficile là, parce que
grosso modo, la solution, si vous voulez, à tous nos problèmes, c'est de faire descendre les décisions vers le bas. C'est-à-dire que le maire du village, qui connaît ses villageois, prenne les décisions de toi, tu restes à 85 ans, tu restes bien tranquille à la maison, toi, tu peux sortir, tu as 18 ans, tu vas aller jouer au football. Et toute cette crise nous a amené à remonter les décisions, une fois de plus en plus vers le haut. Et donc, on sait très bien que les décisions vont être prises les mêmes pour tout le monde, et que le type de 85 ans, lui, il serait pas sorti de toute façon, donc il s'en fout. Oui, complètement. Et le type de 18 ans qui ne peut pas jouer au football, il va aller casser des cailloux ou des carreaux, quoi. Oui, ou cambrioler. Ou cambrioler, faire des bêtises. Donc, ça a donné une excuse extraordinaire aux gens pour faire monter les problèmes à un niveau où plus personne ne contrôle le système politique. Et ils s'en sont emparés. Ils s'en sont emparés, et avec une rapidité et une capacité et pour prendre des décisions idiotes. Donc vraiment, on se retrouve dans une situation difficile, et j'ai discuté depuis quelques jours avec pas mal de gens ici, et la conclusion à laquelle on est arrivé à peu près tous, c'est que les lignes de force de nos sociétés à l'heure actuelle sont telles que ça va mal se terminer. Alors, c'est quoi mal se terminer? C'est quoi? Parce que, je vous prie de m'excuser, j'ai une pléiade d'amis qui me disent « Ah, Bébert », car c'est mon sobriquet, mon surnom, « Ah, Bébert, ça va péter, il va y avoir une révolution ». Alors moi, je leur dis « Excuse-moi, mon pote, mais... » Il y a eu dernièrement, pour ne parler que de la France, il y a eu les gilets jaunes. Non pas que je prône ou que je prenne, bon, peu importe. Mais on leur a cassé les bras, on leur a crevé les yeux. Alors, comment ça va péter, je vous demande? Excusez-moi, de quelle manière? Je crois que ça peut se péter que d'une façon, c'est en général comme ça que s'écroulent les régimes, c'est quand la police va mettre la crosse en l'air. Évidemment, mais il y a le droit comment on appelle le droit de réserve, Non, je parle pas de l'armée, je parle de la police qui va refuser, par exemple... De verbaliser, par exemple. Non, pas de verbaliser, mais d'intervenir. J'ai un de mes amis ici, dont le père est Bichat, je crois, qui est un grand hôpital parisien, je sais pas. Oui, l'hôpital Bichat, oui. L'hôpital Bichat. Et là, quand il est sorti, il y avait des flics partout dans des voitures. Et les flics ont tapé à son carreau, il y avait un embouteillage, et les flics ont dit, on voulait vous prévenir qu'à partir de maintenant, on ne demande plus l'identité à personne. D'accord, donc c'est un soulèvement. Oui, plus de contrôle d'identité, les flics disent, on refuse de contrôler l'identité, parce que chaque fois qu'on contrôle l'identité, on se prend des avocats qui disent délit de sale gueule. Oui, délit de faciès, délit de sale gueule, etc. Donc si vous voulez, ce qui se passe, c'est que l'État a le monopole de la violence légitime, comme chacun sait, mais à un moment, ça s'appuie sur la force. Quand ce qu'on appelle les forces de l'ordre refuseront d'obéir, c'est l'Union soviétique qui s'écroule. Oui, mais alors pour cela, il faudrait qu'ils soient d'accord d'un seul homme. Mais le problème, c'est qu'on n'est jamais d'accord d'un seul homme. Vous savez, dans la religion juive, par exemple, on dit, et d'ailleurs je fais allusion à la pandémie de merde, là, si tout le monde est sage, si tout le monde met le masque, si tout le monde... le virus va disparaître. Dans la religion juive, on dit, si chaque juif observe le Shabbat, vous savez, le fait de ne pas conduire, de ne pas allumer la lumière, etc., de manger malin, chaque juif, tous les juifs de la planète observent, le Messie arrivera. Alors j'ai envie de dire, il arrivera jamais. Eh ben c'est pareil pour la pandémie. Pensez-vous qu'une planète entière, subitement... ça va se passer par des... Alors c'est ce vaccin aussi, peut-être? Non, le vaccin, il faut... Non, mais honnêtement, faut pas parler de l'avenir parce qu'il est inconnaissable. Oui. Mais ce qu'on peut dire, si vous voulez, c'est que ça va être des jacqueries qui vont se passer de plus en plus. Les gens vont se révolter, des commerçants qui décident de casser la gueule des gens. Enfin, ils seront verbalisés, on leur foutra un contrôle fiscal. Mais s'ils n'ont plus rien à perdre. S'ils n'ont plus rien à perdre, s'ils sont déjà en banqueroute, leur business a été détruit, etc. On a peur. Vous savez, aujourd'hui, des gens me disent, des potes me disent, ouais, 1780, ouais, mais 68, oui, mais attention, les amis, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas de caméra. Aujourd'hui, dans une foule de 12 000 personnes, tac, on te voit. Oui. À l'époque, en 68, tu lançais des pavés, tu te cachais derrière un pote un peu plus balèze, on ne te voyait pas. Aujourd'hui, on te voit. Donc on peut plus. Il y a des choses qu'on ne peut plus prétendre à faire en tous les cas. J'ai le sentiment. Mais c'est pas du tout impossible. Mais à ce moment-là, si vous voulez, on est mal parti. Oui. À ce moment-là, si vous voulez, les camps de concentration sont pas loin, quoi. Oui, complètement. Pourquoi pas? On va nous parquer. On va nous donner des bons pour acheter ce dont on a besoin. Je parle de l'essentiel, dont on a besoin, pas de la belle voiture.
Je parle du morceau de pain. Alors évidemment, bon, si on m'entend parler, on dit ouais, machin, il se la joue. Mais moi, je suis pas loin de croire ces choses-là. J'ai eu un permis de conduire où il y avait marqué permanent. Aujourd'hui, on m'enlève des points. Quand j'avais 22 ans, j'ai eu la chance d'avoir une Ferrari parce que j'ai gagné de l'argent. Et j'avais une petite amie israélienne. Et puis, lorsqu'elle venait en France, je roulais, j'avais 23 ans, 22 ans, je roulais à 220, 240, ce qui était pour moi logique et normal et pas forcément criminel. Non pas que je vous incite à le faire aujourd'hui, effectivement. Et à un moment, ma petite amie me dit « Oh là là !» Je parle de ça il y a 30 ans. Hein. « Oh là là, il te reste des points sur le permis MF. » Et je la regarde, je fais « Qu'est-ce que c'est que cette connerie ?» Elle me dit « Ah oui, elle est permis. » Je dis « Mais sans déconner, vous avez un permis avec des points. Mais c'est quoi ce carnaval ?» Et puis 7-8 ans après, c'est arrivé. Donc tout est possible. Tout est possible. Il est certain que on risque de monter vers une situation de plus en plus bloquée. Et donc on ne sait pas ce qui va se passer. Et j'ai constaté une chose, c'est qu'au travers de toutes ces confiscations de liberté, on va dire le mot manque, confiscation, les meilleurs promoteurs pour ça, les meilleurs promoteurs ne sont pas les annonces télévisuelles, les publicités, la prévention routière, etc., etc. Les meilleurs promoteurs, vous savez qui ils sont? Ce sont nous. Alors pas moi, hein, mais c'est nous. C'est la personne qui, lors d'un dîner ou d'une réunion amicale, va dire « Ouais, mais ils ont raison, parce qu'il y a moins de morts. » Alors j'aime bien dire « ils ont ». Pour moi, ils ont, c'est une personne aujourd'hui. Et ils ont bien fait. Ah, ils ont raison. Et c'est ça les promoteurs, c'est eux les meilleurs promoteurs. Parce que c'est toujours pareil, les gens sont toujours prêts à dénoncer... oui, la délation. De la délation, c'est toujours pareil. Mais encore une fois, quand vous faites des expériences de psychologie comportementale, là, vous voyez un truc qui est très intéressant, c'est que si vous... par exemple, vous dites, il y a trois bâtons sur le mur, là, devant moi, et il y en a 2 qui sont de la même taille, lesquels c'est? Vous faites ça avec 15 gars, dont 14 sont des comparses. Il n'y en a qu'un seul qui je vois où vous voulez en venir. Et donc, les 14 ou les 13 premiers, ils disent c'est le A et le C qui sont les mêmes, alors que c'est le A et le B qui sont les mêmes. Et c'est très visible. Et le 15e, 80% du temps, dit ah oui, c'est les 2 bâtons là qui sont de la même taille, alors qu'ils voient que c'est pas vrai. Et donc, ce qui est très intéressant dans ces expériences, c'est qu'on voit à peu près qu'il y a 20% de la population qui sont les résistants. Les autres ont beau raconter ce qu'ils veulent, et il y en a 80% qui se couchent. Et donc, la solution viendra des 20. Complètement. Elle viendra jamais des 80. C'est terrible. Non, c'est pas terrible, c'est la nature humaine. Moi, je trouve ça terrible parce que c'est tellement paradoxal. En fait, souvent, je fais aussi allusion à quelque chose qui est un peu voisin de ça. Vous savez, l'homme a tendance à dire ce que j'appelle des lieux communs. Ah, moi, j'aime pas les cons. Ah, moi, j'aime pas l'hypocrisie. Ah, moi, j'aime pas le mensonge. Toutes les choses que j'évite de dire depuis toujours. Et au même titre que je dis à mon fils, si tu veux séduire une fille qui a des beaux yeux, je t'en prie, ne lui dis pas qu'elle a des beaux yeux. Non, dis-lui qu'elle... Dis-lui autre chose, en tous les cas. Oui. Et souvent, l'être humain, par exemple, vous êtes sur une autoroute, vous roulez, et pof, un embouteillage. Oh là là, vous râlez, vous pestez, voire vous klaxonnez, pour les crétins, klaxonnez. Et à un moment, au bout de 40 minutes de K1K, vous apercevez que cet embouteillage, il est dû à un accident sur la voie de gauche, oui, sur la voie opposée. Et là, vous dites quoi? Vous dites, enfin pas moi, parce que j'essaie de travailler sur moi-même, de faire un travail. Qu'est-ce qu'ils sont cons alors à regarder? Mais quand vous avez dit ça, vous avez regardé l'accident. Et c'est ça qui m'embête. Voilà, donc, si vous voulez, je crois qu'il faut attendre avec patience. Voilà. Il faut faire confiance aux 20% de résistants. Il faut faire confiance à des gens qui vont les organiser. Mais pour l'instant, on n'en voit pas le chemin. Mais c'est tout le but de l'Institut des libertés, c'est que les gens comme ça puissent se retrouver les uns et les autres et puis commencer à se parler les uns aux autres. Parce que le but de ces gens qui cherchent à nous individualiser, à faire de nous des individus tout seuls, c'est quand même d'empêcher qu'on communique les uns avec les autres. Donc, pour nous, le but, si vous voulez, c'est de signaler aux gens qu'il y a un endroit où ils peuvent parler. Voilà, exactement. Voilà. Puis ça fait du bien de parler. Ça fait du bien de parler, c'est l'essentiel. De toute façon, ça évite beaucoup de mots. Ben, oui, même dans le couple. Même dans le couple, absolument. Une dernière question. Dites-moi, oui. C'est le fait que vous soyez mal pensant,
Ça nuit à votre carrière? Alors, écoutez, c'est assez intéressant parce que c'est un sujet que j'ai beaucoup avec lequel j'ai beaucoup de facilité à parler. C'est pas un problème, je peux parler de ça. Fut un temps, on avait chanté pour le FN, ce qu'on appelait le FN avant. On avait chanté pour le FN au même titre qu'on avait chanté pour X, Y ou Z, peu importe. Il ne s'agissait pas d'un parti nazi, à mon sens, c'était juste le FN. Au sortir de ça, ça a été, oh là là, haro sur la bête, quoi. Nous fûmes la bête. Les médias, pour une fois, m'ont invité sur les plateaux. Alors que quand j'avais fait mon nouvel album, ils nous invitaient pas. Bon. Donc, si vous voulez, j'ai envie de dire qu'aujourd'hui, dès qu'il y a du croustillant, du sordide, voilà. Alors, effectivement, de prime abord, on s'est dit, oulala, merde, oh, c'est une galère, ils vont nous sauter dans les plumes, ça va être une catastrophe. Mais j'ai envie de dire, si des gens nous mal aiment, il va y avoir des gens qui nous bien aiment, pourquoi pas? Et c'est ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est que on a eu des médias qui nous ont un petit peu, qui nous ont investi, qui ont essayé de savoir, mais in fine, ce que j'ai compris, c'est que ces médias ont besoin de conscience, et ils ont besoin simplement de savoir pour qui je vote. Donc, on a chanté. Alors, il y a des gens qui m'ont dit, ouais, mais tu aurais dû te défendre en disant que quand tu vas chanter pour le Parti communiste, on t'emmerde pas. Je dis non, c'est une mauvaise défense. C'est pas comme ça qu'on se défend. Parce qu'en se défendant comme ça, on se rend coupable. Oui. On se rend coupable. Pourquoi? C'est comme le type qui dit ah moi j'ai rien contre le juif, j'ai un ami qui est juif, hein. Mais excuse-moi, si tu me dis que tu as un ami qui est juif, c'est que déjà tu mets les juifs dans une case. Donc voilà, donc pour reparler de cette histoire d'Oxa, ça nous a pas tellement porté préjudice, et j'ai envie de dire peut-être que, à contrario, ça nous a fait du bien, parce que on a été un petit peu de nouveau dans la ligne de mire de ces médias qui nous ignorent, pas nous seulement, beaucoup d'artistes comme ça qui nous pensent en fait, qui nous stigmatisent en disant qu'on est has-been, bon, alors qu'on fait 70 concerts par an, et ça c'est bien de le savoir quand même. Donc ça nous a pas porté préjudice, et d'ailleurs on a chanté quelques années après, 2-3 ans après, on a remis le couvert, non pas par malice, mais parce que j'ai besoin de travailler, j'ai besoin de payer une taxe foncière qui me coûte 4 600 €, qui doit soi-disant être diminuée alors que la mienne a été augmentée, et une taxe foncière qui me coûte 4 300 €. Oh, habitais-je dans un palais? Allez savoir. Donc je chante parce que j'ai besoin de gagner ma vie. Un journaliste un jour m'a dit « Bébert, qu'est-ce qui fait que votre groupe a 42 ans ?» Je l'ai regardé, je lui ai dit « Bien, écoutez, je vais vous dire pourquoi. C'est parce que je gagne ma vie avec ce métier. » Alors le mec était un peu outré. Il s'attendait à ce que je lui serve l'amitié, des copineries. Oui, certes. Mais voilà. Donc, si vous voulez, j'ai chanté pour ces gens-là. Et quelques années après, je chante pour une fête du cochon. Et ce fut la fête du cochon à Hayange, pour ne pas la nommer. Alors évidemment, on savait très bien qu'est-ce qu'il allait advenir. Mais on ne pensait pas que ce serait à tel point. Et là, de nouveau... BFM à la con, LCI de mes deux, excusez-moi, j'ai besoin de le dire parce qu'il faut que je me lâche. Tout le monde m'a appelé. C'est incroyable ça. J'aurais tellement aimé qu'on m'appelle pour mon nouvel album, mais non, là ils m'ont appelé. Alors j'ai eu des petits interviews à droite à gauche, effectivement, par des jeunes gens, des fois des stagiaires, bon. Et le jour de ce concert, donc à Hayange, BFM arrive et me dit vous allez passer sur scène dans 10 minutes? Je dis oui. Je dis oui, c'était la fête du cochon, et avant cela, nous avions fait au moins 4-5 fêtes du cochon, mais il s'avère qu'Hayange était FN. Mais vous ne pensez pas que, en chantant sur cette fête, vous stigmatisez une certaine partie de la population? Alors c'était une petite jeune de 25 ans, non pas qu'on soit bête à 25 ans, on peut l'être à 70. Je lui ai dit, mais... Alors moi, je fais l'ignorant, évidemment, puisqu'on me pense bête, ça tombe bien. Je lui dis, mais excusez-moi, je stigmatise une partie de la population d'Hayange ou... Ben oui, vous voyez bien... Alors, écoutez, je ne vois pas de qui vous voulez parler. Qui donc? Ben, vous savez, la fête du cochon... Je dis, ben oui, écoutez, dites-moi quelle est la population qui est stigmatisée et j'aimerais savoir. Et elle me dit, évidemment, ben oui, vous savez, les musulmans, la fête du cochon... Bah, je dis, écoutez, moi qui suis de confession juive, ça tombait bien, tu sais. Ça tombait bien, je lui ai dit, moi qui suis de confession juive, je suis arrivé ici, on ne m'a pas obligé à manger un sandwich au jambon. Je dis, alors écoutez, si maintenant il y a
une obligation de manger du cochon quand on est dans la fête du cochon. Je vois ici des manèges, je vois ici des trucs pour les enfants, mais je vous assure, hein, c'est pas du tout ce que vous croyez. C'est pas du tout ce que vous croyez. Et voilà, ça s'est passé comme ça. Donc, il s'avère que s'il y a une autre fête du cochon, on la refera, et elle peut très bien être dans une ville communiste. Regardez, j'habite Champigny-sur-Marne, il y a la foire au troc, c'est la foire au cochon. Mais là, ça dérange pas, puisque c'est rouge. Bon, le cochon est rose, cela dit, c'est voisin. Enfin voilà, donc, la doxa, ouais, c'est ça. Mais ça, il n'y a rien de nouveau sous le soleil, hein. Dans le fond, c'est une forme d'excommunication, encore. Une fois de plus, on essaye de... Oui. Ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Non, ça n'a pas d'intérêt. Ça donne simplement une indication sur les gens qui la pratiquent. Mais Complètement. Et puis, au sortir de ça, on va dire, ouais, les Forbans, ils sont réacs, ils sont fachos. Bon, écoutez, tant pis, hein, maintenant, nous voilà affublés d'un... C'est comme ça. Mais comme je le disais en amont, le simple fait d'avoir fait ça, non pas par malice, mais par besoin, parce qu'il faut qu'on travaille. C'est clair, c'est net. Le simple fait d'avoir fait ça nous a peut-être fait un petit peu mal aimé de certains, mais du coup nous a fait bien aimer d'autres. Donc ça ne nous a pas porté préjudice, et si c'était à refaire, je le referais pour gagner de l'argent. Et puis aussi, pour conquérir mon public. Parce que malgré tout, nous fûmes sur scène, à Hayange, il y avait des milliers de personnes qui étaient heureuses de nous entendre et de nous voir. Donc j'ai envie de dire, et je l'ai dit d'ailleurs lors d'une intervention sur notre site, avant que cette ville soit FN, 2 ans avant ou 3 ans avant l'époque, est-ce que les gens n'étaient pas les mêmes? Les administrés n'étaient pas les mêmes? Est-ce que lorsque c'est devenu FN, tout le monde a déménagé? Alors, encore une fois, quand je parle de ça, je ne suis pas en train de prôner pour qui ou quoi que ce soit. Mais voilà aujourd'hui les déviances de la presse, les déviances des médias. C'est vrai que ça a toujours été comme ça, mais maintenant, ils sont de plus en plus intrusifs et de plus en plus à fouiller les poubelles. D'ailleurs, vous le savez qu'ils le font au sens propre, hein. Ils fouillent les poubelles des gens, hein. Ils sortent les immondices, voir s'il n'y a pas... Voilà, mais je vis avec ça, et d'ailleurs c'est drôle parce qu'il y a un artiste que je ne nommerai pas, qui est un ami, on va finir là-dessus en ce qui me concerne, qui un jour, au sortir de ça, 2 ans après, me dit « Bébert, on me demande de faire la fête du cochon à Hayange, qu'est-ce que t'en penses, je la fais ou pas ?» Je lui dis « Écoute-moi, tu peux la faire tranquillement, t'as pas la même grande gueule que moi et t'arrivera à rien. » Et je vous jure qu'il l'a faite, il a même pas été enquiquiné. Il s'avère que, bon, on embête ceux qui ont des grandes gueules. Et voire, parfois, on les tue. Voilà. Eh bien, merci beaucoup. Avec plaisir.